Depuis que nous avons commencé à enregistrer l'histoire du comportement humain, ou si vous préférez, la civilisation, et même avant, il y a toujours eu des gens qui ne s'entendaient pas au point de pouvoir simplement discuter pour régler leurs différends. Alors ça devait aller encore plus loin. On n'arrive pas à se mettre d'accord, alors on doit te tuer. Ben oui. Et ce mode de fonctionnement au sein de notre espèce, au cœur même de la civilisation, c'est clairement troublant. Alors cette semaine, dans notre section, parlons d'étoiles, je pense que ça a un lien énorme parce que la guerre est rendue pratiquement dans l'espace. Alors, on va en parler. Remontons loin à l'époque où c'était juste des coups de poing. Et quel est le maximum de dégâts que je pouvais faire? Blesser une personne, peut-être en tuer une à la fois. Ensuite arrive l'arc et les flèches. Là, une seule personne peut en abattre 10 d'un coup. Puis arrive le fusil. Au début, un mousquet. Je peux te toucher à 50 mètres sans même savoir à quoi tu ressembles et te tuer. Après, c'était les armes automatiques. Une personne peut en éliminer 20, recharger et encore 20. Un missile maintenant, des centaines d'un seul coup. La guerre continue d'avancer. Et puis les bombes. Là, une personne peut tuer des milliers. Et avec un avion, tu survoles les gens et tu rends la fameuse guerre des tranchées obsolète. Tu largues des bombes sur des villes entières, peu importe qu'il y ait des combattants ou non. Donc, on fabrique des bombes de plus en plus puissantes. Et puis arrivent les bombes qui ne sont pas juste de la poudre noire ou des explosifs classiques, les fameuses bombes nucléaires. Et ça naît à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là, un seul pilote peut tuer des dizaines de milliers de personnes, voire des millions. Au début, avec les bombes atomiques ou les fameuses bombes à fission qui cassent des atomes d'uranium ou de plutonium en atomes plus légers et libèrent une énergie folle, c'était des dizaines de milliers de morts. D'ailleurs, les deux bombes sur Hiroshima et Nagasaki, c'était les premières et les seules fois où on a utilisé des armes nucléaires en guerre. Et kilotonnes, c'est quoi? On n'avait pas d'unité pour mesurer la puissance des armes atomiques. Alors, on l'a comparé à la puissance explosive précédente, donc la dynamite ou le TNT. Alfred Nobel, celui qui a inventé la dynamite, s'est enrichi et a créé les prix Nobel avec son argent d'ailleurs. Kilo est égal à 1000 et une tonne, c'est une tonne, donc 20 kilotonnes, c'est 20 000 tonnes de TNT. Imagine, tu fais exploser instantanément l'équivalent de milliers de tonnes de dynamite. Et tout ce qui est en dessous est complètement incinéré. Et on a multiplié cette puissance par 100 avec les bombes à hydrogène, les bombes thermonucléaires. Et c'est le même principe que le Soleil. On fusionne des atomes d'hydrogène pour faire de l'hélium, puis ça va libérer énormément plus d'énergie que la fission. Et là, on passe de kilotonnes aux mégatonnes. Et aujourd'hui, une personne assise dans son fauteuil peut simplement appuyer sur le bouton rouge et faire décoller un missile balistique en peu de temps et faire sauter un pays complet. Oui, parce que ce missile va sortir de l'atmosphère, voyager en suborbital, redescendre et toucher sa cible. Résultat, des millions de morts possibles. Et ça, c'est une situation hyper instable maintenant parce que on dépend tous de la santé mentale de celui qui peut appuyer sur le bouton. Et avec la neurodiversité de notre espèce, tout le monde n'a pas la capacité rationnelle de prendre une décision qui va protéger la santé et la sécurité du monde. Avez-vous connu l'époque de la MAD ou MAD, Mutual Assured Destruction? La destruction mutuelle assurée. L'idée, c'était, si quelqu'un lance une première frappe, tu as le temps de lancer tes missiles en réponse pendant qu'ils sont en vol. Et si un pays veut vraiment t'anéantir, il attaque aussi tes alliés, donc tout le monde lance. Un échange nucléaire total. Et si tu mets le feu aux forêts, à la végétation mondiale, tout ce tissu végétal vivant va se transformer en suie de carbone qui monte dans l'atmosphère et bloque le soleil. Et c'est le fameux hiver nucléaire décrit au début des années 80, quand les ordinateurs commençaient à être assez puissants pour modéliser tout ça. Et la température chute, les plantes meurent et les animaux qui dépendent des plantes meurent également, puis ceux qui mangent ces animaux. Bref, holocauste nucléaire. Pas seulement pour les humains, mais pour toute la vie sur Terre. Bravo! Et même si les modèles initiaux supposaient une répartition uniforme des explosions, ce qui n'est pas réaliste parce qu'on vise surtout les silos et les villes, ça a donné naissance à toute une science de la modélisation climatique à long terme. Et c'est de là qu'on a acquis la certitude que les dinosaures ont été rayés de la carte par un astéroïde de la taille de l'Everest qui a frappé la péninsule de Yucatan, projetant de la poussière partout et plongeant la Terre dans le noir, éteignant 70% des espèces. Bref, on réalise à quel point c'est mortel. Ce n'est plus un arc et des flèches, ce n'est plus des bagarres, c'est une asymétrie dans la guerre comme on n'en avait jamais vu. Albert Einstein avait d'ailleurs écrit cette phrase. Je ne sais pas comment se déroulera la Troisième Guerre mondiale,
mais je sais que la quatrième se fera avec des bâtons et des pierres. Et c'est là que la science et la guerre nous ont menés. Les scientifiques ont souvent été complices. Les gouvernements ont toujours fait appel à l'ingéniosité des scientifiques et des ingénieurs. Les armes chimiques, aux chimistes. La guerre biologique, aux biologistes. Même les physiciens, on s'intéresse à la matière, au mouvement, à l'énergie. Et qu'est-ce qu'une bataille militaire? C'est le déplacement de l'énergie d'ici à là. Une balle, une flèche, une bombe. C'est toujours la même logique. Aucune guerre n'est gagnée sans exploiter la science et la technologie au cœur d'un conflit. C'est comme ce dessin. Deux personnes se font face, flèche pointée sur le cou de l'autre, et chacun dit en même temps « Plus je tire fort, plus je me sens en sécurité. » Mais quand les scientifiques sont pas d'accord, ils s'engueulent parfois fort. Mais à la fin, il se dit « Il nous faut plus de données. » Et finalement, les données arrivent et le conflit se résout. Puis ils vont boire une petite bière et passent à la question suivante. Et c'est comme ça que ça fonctionne un cerveau de scientifique. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne du côté de la politique ou d'autres milieux. On essaie d'expliquer que la force d'une armée de demain, ce n'est plus le nombre de soldats ou de missiles, mais l'intelligence, des calculs informatiques, des stratégies. Les guerres, souvent, c'est pour des ressources limitées. Je veux ce que tu as, tu ne le partages pas, alors je vais le chercher. Mais pour menacer, il faut des ressources financières, scientifiques et techniques. Et puis, il y a la fameuse religion qui arrive et qui refait surface. En tant que scientifique, si un groupe dit que E est égal à MC3 au lieu de E égale MC2, est-ce qu'on va leur faire la guerre? Mais non, ils n'ont qu'à prouver que c'est faux avec des expériences. Mais avec les systèmes de croyance, ça marche pas comme ça. Ce n'est pas basé sur des preuves objectives, c'est de la croyance. Et quand la croyance est trop forte, les arguments rationnels ne suffisent plus. Il faut la force, la menace et la violence. Et les pires violences de l'histoire viennent souvent de fractions ou cliques au sein d'une organisation, d'un parti politique ou d'un État dont les croyances s'opposent. Et ces groupes ont souvent des intérêts ou des opinions différentes du groupe principal et veulent les imposer. Et on peut se demander, est-ce qu'il y a quelque chose pourquoi je serais prêt à mourir? Et plus c'est abstrait, intangible, sans preuve solide, plus les gens sont prêts à mourir pour ça. La guerre commence toujours comme quelque chose de glorieux jusqu'à ce que les sacs mortuaires reviennent. Pas seulement les militaires, mais les civils qui essayent juste de vivre. Et ce sont rarement ceux qui décident qui vont se battre. Et c'est concertant parce que c'est la réalité de notre monde. Mais la question reste simple. On pourrait pas s'entendre tout le monde au lieu d'en venir à ça, franchement. Alors je termine en disant, si nous avions à nous défendre contre une menace venue de l'espace, la plus grande mission serait probablement de protéger la Terre contre des extraterrestres. Et dans les années 1980, Reagan l'avait dit à l'ONU. Regardez-nous, avec toutes nos différences, en pleine guerre froide. Imaginez comment on serait unis si on devait affronter un ennemi commun venu de l'espace. Mais en réalité, comme le disait Christina Koch lors de la mission Artemis 2, peut-être que ça prendrait une menace extraterrestre venue d'un autre système pour réaliser qu'on est tous dans le même bateau puis qu'on devrait trouver une manière de se défendre ensemble, se rallier avec tout le savoir, les connaissances, l'énergie qu'on a. Je ne sais pas vous, mais moi, je crois encore au pouvoir de la conversation, au pouvoir de la coexistence. C'est ça qui rend le monde beau, qu'on puisse être tous différents et pourtant tous ensemble autour d'une cause commune sensée, rationnelle, saine, qui nourrisse notre santé, notre prospérité et notre sécurité vers un futur merveilleux.